Bonsoir à toutes et à toutes, nous sommes ce soir à Saint-Quentin avec Frédéric Macaret. Bonjour Jean-Paul. Bonsoir Frédéric, et évidemment avec Julien qui m'accompagne dans ce road trip dans les Hauts-de-France, après Roubaix il y a quelques jours, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais. Et aujourd'hui on est à Saint-Quentin, donc c'est ma ville, donc les questions sur la ville c'est toi qui vas les poser, puisque toi tu découvres, tu connais bien maintenant la ville. Alors maintenant je depuis un mois et demi, je suis entre la Somme et Saint-Quentin. Je suis vraiment ravi d'être là d'ailleurs. Donc là on est au Parc d'Île, c'est ça? On est Parc d'Île. On est presque au Parc Ah, d'Île, c'est on est quasiment sur la plage de Saint-Quentin. Alors D'accord. c'est un peu étonnant de parler de la plage de Saint-Quentin, Ouais. mais on est dans un lieu ici extraordinaire parce qu'on est au milieu de la ville. Il y a un quartier au sud, il y a le centre-ville qui est de l'autre côté, on est au milieu et on est dans un lieu fantastique avec une réserve naturelle juste à côté, un parc avec des animaux, c'est le lieu des joggeurs, Ouais. c'est le lieu des pique-niques, c'est le lieu aussi des toboggans pour les enfants, du ping-pong et puis c'est le lieu de la détente, c'est vraiment la qualité de vie qu'on peut avoir aussi dans les Hauts-de-France. Mais je- Mais c'est un vrai poumon vert dans la ville. C'est extraordinaire, tu retrouves un peu, alors moi évidemment avec les ortillonnages à Amiens, c'est assez cousin d'ailleurs, C'est vrai. d'avoir comme ça la Somme au milieu de la ville, avec un écosystème, avec beaucoup de biodiversité. Bon, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Frédéric, toi tu es maire depuis 2014, c'est ça? Oh non, 2016. 2016, pardon, tu es 2016, adjointe au maire ben depuis oui. 2014, maire depuis C'est ça. 2016 et présidente de la communauté de l'Aglo depuis 2020. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc aujourd'hui, en quelques mots, mais une fois de plus, je repasse la main à Julien, puisque en natif de Saint-Quentin, c'est mieux que ce soit une voix Oui, extérieure qui s'exprime. parce que Jean-Paul est quelqu'un de très chauvin. Donc Saint-Quentin, il Il est magnifie à très chaque fan fois. de Saint-Quentin, mais il a adore. raison, on Et a voilà. besoin d'ambassadeurs. C'est vrai. Euh, donc vous êtes maire depuis 2016. Quel a été, enfin, quels ont été en tout cas les enjeux pour vous dès votre prise de fonction en tant que maire de Saint-Quentin? Quels sont les projets structurants donc, depuis 2016 que vous avez pu développer? Voilà. Ça c'est vraiment des choses qui intéressent. Alors ceux qui nous regardent. d'abord peut-être préciser avant d'avoir été maire, donc j'ai été collaboratrice des maires précédents, donc à la Oui. fois Pierre-André et puis Xavier Bertrand. Donc on se connaît bien, on a vraiment eu plaisir à travailler ensemble. Donc j'étais au départ dans l'ombre, mais sur des projets comme ce projet-là, la Guinguette, ça a été construit ensemble, la rénovation de la plage aussi de l'autre côté. Et je crois que, en tout cas, ce qui m'anime et ce qui anime aussi Xavier Bertrand, c'est de rendre la fierté. Mais de la fierté, quand on dit ça, c'est pas juste un mot pour se faire plaisir, Ouais. mais c'est surtout que ça corresponde aussi à des choses positives qui se passent sur le territoire pour la jeunesse, pour qu'elle croit que l'avenir ici est possible, qu'on peut faire des études ici, qu'on peut avoir un emploi, qu'on peut être heureux en famille également. Sur le plan économique, évidemment, notre objectif, c'est d'attirer des entreprises, de développer celles qui sont ici, et puis de travailler au quotidien pour tous nos habitants. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on partage, d'être très présent sur le terrain, d'être dans le concret. Juste avant, là, j'étais une réunion avec des riverains sur des travaux. On ne le fait plus en salle de réunion. On a un petit bus et on va vraiment au pied rencontrer les gens sur leurs problématiques. Et ça, je pense que c'est vraiment très important d'être dans le dialogue permanent. Et c'est vrai que c'est en faisant un peu le tour des commerçants et en parlant à la population, ils retrouvent en vous en tout cas des élus de proximité, de terrain, et c'est à chaque fois ça revient, ça revient. Et surtout moi ce qui m'a étonné c'est la jeunesse. Et c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes. C'est vraiment quelque chose d'assez marquant et J'espère que ça va durer. eh ben oui, On c'est avait quelque chose qui m'a marqué, en plus tout cas. d'enfants par femme que par ailleurs. Alors c'est vrai pour la région des Hauts-de-France, c'est vrai aussi ici, mais c'est vrai que oui, on a beaucoup de jeunes. Alors maintenant, il faut être à la hauteur aussi Oui, c'est de ça. notre jeunesse, parce qu'il ne faut pas cacher les difficultés qu'on peut avoir sur une région comme les Hauts-de-France, qui a vraiment souffert des périodes de désindustrialisation, de grands changements économiques et sociétaux. Et donc tous les jours, il faut essayer de construire des projets
projet, pas pour se faire plaisir, parce que ça c'est ce que je répète toujours aussi à mes élus et mes partenaires, on n'est pas sur du temps court, ce qu'on doit construire, on doit vraiment le faire au fur et à mesure de l'avancement des personnes. Et par exemple sur la jeunesse, moi je crois beaucoup à des projets qui vont durer sur leur scolarité pour, dans un domaine ou plusieurs domaines, mais il ne faut pas s'éparpiller non plus, faire en sorte qu'ils soient bons là-dessus et que derrière ils puissent faire leur choix de vie par exemple. Donc on a travaillé beaucoup sur l'apprentissage de l'anglais, on a maintenant 2 écoles d'immersion en langue anglaise. Je fais le point de demain avec l'inspecteur d'académie pour vérifier les résultats, parce que l'on sait c'est bien, mais est-ce qu'on speak English un peu ou pas, quoi. Donc c'est la question aussi. Et puis quand je disais des projets de long terme, donc quand on travaille là-dessus, après c'est la négociation au collège. Est-ce qu'on va poursuivre les projets au collège, parce qu'apprendre l'anglais jusqu'en CM2 c'est bien, mais si derrière on revient sur le terrain naturel, quelque part on aura peut-être mis beaucoup de moyens qui n'auront pas été utiles aussi. Donc c'est comme ça qu'on aime bien construire à Saint-Quentin. Et donc combien d'habitants sur Saint-Quentin? Alors 55 000 sur Saint-Quentin, et l'agglo ça fait 80 000 à peu près. D'accord, et vous êtes aussi donc présidente de l'agglomération de Saint-Quentin agglomération. Oui, voilà. Et les enjeux justement de l'agglomération, quel est le lien entre Saint-Quentin, donc la ville-centre, et les communes aux alentours? Comment vous arrivez à faire finalement avoir une vraie projet structurant de territoire, quoi. Je le prends toujours aussi sur le concret, parce que, bien sûr, quand on est élu, il faut avoir la volonté de travailler ensemble, de respecter la différence, les envies de chacun, mais je pense souvent à nos habitants, finalement, eux, que ce soit la ville ou la campagne. Quelque part, ils font leur choix. On a des habitants qui habitent en ville mais qui vont travailler sur une autre commune, comme on a le contraire aussi de gens de la campagne qui viennent travailler en ville ou qui ont les enfants scolarisés sur le territoire. Donc ce qui compte, c'est que globalement, on ait des réponses qui correspondent aux besoins de chacun et qu'on puisse construire main dans la main aussi un projet. On y arrive bien. Alors moi je suis fille aussi d'agriculteur, donc j'ai vécu encore, ça a peut-être plus duré très longtemps, mais plus de temps à la campagne qu'en ville sur la totalité de ma vie. Donc je connais bien ces sujets-là, je connais bien les difficultés de transport, de services, d'isolement aussi qu'on peut avoir à la campagne. Et puis les besoins pour une ville d'avoir des projets structurants qui soient soutenus, de partager aussi les populations. Donc on avance pas mal. Alors c'est une agglo qui est encore un petit peu jeune, puisqu'on avait 20 communes, donc vraiment très très agglomérées à Saint-Quentin. Et puis en 2017, 20 autres communes nous ont rejoints. Mais ça nous permet d'avoir un périmètre de projet vraiment assez intéressant sur la vie, à peu près la vie réelle des habitants du territoire. Et il y a beaucoup d'interactions communes qui se font. Et on voit donc, ce sera ma dernière question sur l'agglomération, mais c'est important parce qu'aujourd'hui les projets d'agglomération, ils sont extrêmement structurants sur le territoire. Et vous n'avez pas fait face finalement à ce côté la grande ville qui veut manger les petites communes aux alentours. On le voit dans pas mal de territoires. Ici, c'est plutôt un équilibre. Enfin, vous avez su préserver l'équilibre, quoi, et en tout cas garantir l'équilibre. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, je pense qu'il faut être très respectueux des composantes de chacun, de ses difficultés, de ses objectifs. Donc déjà, il faut travailler avec respect. Il faut comprendre comment vit l'autre, mais c'est vrai aussi avec les habitants. On ne peut pas travailler pour une population si quelque part on ne se met pas à sa place également. Donc il faut vraiment avoir la volonté de ce consensus-là. Après, il peut y avoir des projets qui peuvent être discutés, mais je pense que si déjà on part de cela, ça se passe bien. Effectivement, moi je l'entends de beaucoup de collectivités où c'est pas toujours très simple, où il y a des problèmes de compréhension. Je l'ai quand même pas trop vécu, parce que j'ai connu l'ancienne agglo sur 20 communes, on a super bien travaillé tout le temps. Et avec 20 autres communes, il faut être vigilant tout le temps, et il faut passer dans chaque commune, il faut vraiment avoir du plaisir ensemble, et aujourd'hui ça se construit, et je trouve que ça se construit, quand je regarde autour, ça se construit bien, mais il faut savoir que c'est un... Il faut y être vigilant chaque jour aussi. Et ça fait partie du boulot, voilà, d'être attentif aux autres, de ne pas oublier telle partie du territoire qui peut ressentir les choses d'une autre façon. Et une dernière question, si tu peux me permettre, Jean-Paul. Toutes les questions sont les bienvenues. Je suis passionné par ça. Donc la gestion Covid, comment en tant que maire, vous avez pu gérer au quotidien cette année Covid? Il y a un truc qui est sûr, on s'est pas ennuyé. Ouais, c'est ça. On est sorti de là un petit peu rincé.
quand même, on peut être satisfait du service public. Moi, ce que j'ai dit à mes agents, c'est qu'on a été là tout le temps, dans des phases qui ont été difficiles. Hein. Alors bien sûr, les soignants, ça l'a été encore plus, mais on s'est organisé, désorganisé en permanence. Bon. Il y a beaucoup à apprendre après de la gestion de crise et puis de la gouvernance dans notre pays. De cet aspect très descendant. Je prends l'exemple d'hier avec l'affaire des masques, puisque aujourd'hui on a le droit d'être en liberté, là on est dehors sans masque. L'annonce est faite hier midi, le texte arrive ce matin. La vie des gens a repris. Bon, donc c'est un peu ça en permanence. Non, ça a été une crise extrêmement difficile et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut faire confiance au terrain. On peut faire confiance aux collectivités. J'ai trouvé que la manière dont Xavier Bertrand a associé les maires dans sa campagne, mais aussi dans sa volonté de travailler sur l'ensemble de la région, ben oui, c'est les acteurs qui sont là tous les jours, qui savent mieux que quiconque comment les choses sont vécues. Donc ça a été quelque chose de difficile. On en retire aussi des éléments positifs, nous, sur la façon de travailler ou d'être auprès des populations. Donc de toute façon, c'est comme dans la vie personnelle, hein, quand vous affrontez des épreuves, bah, c'est dur humainement, mais parfois vous pouvez aussi en retirer des enseignements et puis vous dire que vous avez progressé peut-être collectivement. Et c'est vrai que c'est la grande capacité aussi, et c'est l'ADN de Xavier Bertrand, s'adapter toujours au terrain, aux circonstances et d'être le plus réactif possible parce que ce sont des élus de terrain, quoi. Et d'ailleurs, il a tendance à dire, le mandat, il a fait rentrer la région chez les gens, et notamment sur la gestion de la crise, encore plus pendant un an. Mais je me souviens très bien parce que c'est quelque chose qu'il a vraiment depuis toujours, même déjà quand il était conseiller départemental ou député, quand il travaillait sur un sujet, il venait toujours le tester. Alors tester, c'est pas pour tester, voilà, c'est pour savoir si ça correspond réellement à ce que vit la personne, aux contraintes qu'elle peut avoir, à ses objectifs. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai retenu aussi, et je dis toujours à mes collègues et collaborateurs, c'est pas parce qu'on a raison sur le fond que c'est ressenti comme ça et qu'on le mène bien aussi, quoi. Donc là, par exemple, on a un gros programme de rénovation urbaine, donc on va changer la vie des gens dans leurs conditions de logement, mais c'est pas parce qu'on part du postulat qu'on va améliorer leur vie que quand on a vécu depuis toujours dans un appartement, c'est pas un peu difficile aussi d'accepter soit qu'on fasse des travaux, soit qu'on soit déménagé. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. Et c'est vraiment quelque chose que Xavier perçoit depuis toujours et auquel il est très attaché. Et si à chaque fois ça se passait comme ça empêcherait à certains aussi de se rater sur certaines politiques. Et alors justement, donc c'est sur l'ANRU, vous êtes. Oui. On a parlé avec Guillaume Delbar et sur l'accompagnement justement des quartiers ciblés prioritaires. Donc là, vous avez un dispositif ANRU. Alors ça démarre, donc on a obtenu on a l'autorisation, donc on aura 65% de logements sociaux, donc ça fait 900 logements sociaux d'un gros quartier qui vont être pris. Nous, on va faire aussi énormément de travaux dans les espaces publics. Et là, la région, donc la région va venir nous aider, c'est très très important. Ça nous aide beaucoup sur les équipements publics et aussi en aide aux bailleurs. Donc là, ça y est, l'opération démarre. On devrait avoir bientôt un lieu de concertation avec les habitants, je pense dans le courant du mois de juillet, et puis on est parti pour 5 ans. Voilà, donc c'est formidable, mais en même temps, on va beaucoup transformer le quotidien des habitants, donc il faudra qu'on soit là tous les jours pour répondre, pour écouter, voilà, pour aussi apporter sans doute des modifications qui seront des modifications de bon sens. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça va métamorphoser tout un quartier. Oui. Alors on a eu une expérience d'un premier ANRU qui a été formidable. Bien sûr, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, je pense qu'on mobilise encore 90 millions d'euros. Donc c'est quand même des montants très importants. Donc on a été hyper motivés quand on est allé défendre le dossier à Paris et heureux quand on a eu l'écrit, nous disant ça y est, c'est parti, parce que on sait combien c'est important on parlait tout à l'heure de la jeunesse, mais pour le futur des enfants, pour les gens qui habitent aujourd'hui, pour les services supplémentaires qu'on pourra amener. Donc oui, d'ici quelques années, j'espère qu'on sera satisfait, que les habitants seront satisfaits du travail accompli. Alors 2 mots, ici on est à la Guinguette, donc sur la Somme, je le rappelle quand même candidat et colistier dans la Somme, c'est un peu la Somme ici. On a les sources de la Somme à Saint-Quentin. Voilà, de l'autre côté de la Somme, on a un quartier qui est un peu le territoire de la robot numérique aussi. Donc
Ici, on est en territoire d'excellence robot numérique, hein, c'est ça? Alors c'est pas moi qui l'ai dit, donc voilà, mais je suis assez d'accord. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Ce qui a été développé ici, dans la ville, en partenariat avec la région, il y a tout un volet formation aussi. Euh, Qu'est-ce qui a été fait donc au cours des dernières années? Et puis après, on parlera un peu de la formation des écoles, de l'INSET, c'est ça, et puis l'alternance, enfin tout ce qui se fait. Et puis je sais que tu te bats beaucoup, toi, pour la robot numérique. Tu vas dans des salons à l'étranger, dans des salons en France. J'allais, mais... Tu es allé à l'époque où on pouvait. Ouais. Est-ce que tu peux, voilà, alors ça se situe où? Il y a un campus, hein, c'est ce qui est... Alors, on a donc tout à fait à côté, là où on a le lieu de l'université, donc on a eu un certain nombre de développements qui se sont faits. Alors la robot numérique, en fait, on était parti du principe qu'on avait de belles entreprises sur le territoire, qu'une révolution industrielle était en cours et que soit on passait à côté, mais qu'on perdrait peut-être des emplois ou qu'on n'en développerait pas, soit on essayait d'être plutôt précurseur dans la proposition d'un certain nombre d'actions, alors à la fois en termes d'innovation, de prototypage, de recherche, de soutien aux entreprises, et puis de faire en sorte que quelque chose puisse se passer sur le territoire. Et puis ça s'est passé, alors ça s'est passé parce que évidemment on en avait envie, mais c'est surtout parce qu'on avait des super chefs d'entreprise avec nous qui se sont laissés embarquer et qui avaient vraiment envie de travailler sur la production, comment on transforme la production aujourd'hui, avec quels outils, comment on peut imaginer peut-être voir des productions qui sont aujourd'hui en Asie ou sur d'autres pays, revenir dans nos pays, parce qu'on aura amené des outils techniques comme les robots. Et pour moi, ce n'est pas un gros mot de parler de robots, mais au contraire plutôt une opportunité de venir stabiliser de l'emploi ici ou en développer, puis d'enlever de la pénibilité au travail. Donc on a créé un club des entreprises robots numériques avec 2 chefs d'entreprise qui sont assez exceptionnels, alors, qui viennent partager des innovations avec d'autres chefs d'entreprise, qui font en sorte qu'il y ait vraiment une dynamique, puisque ici on a quand même encore des grandes boîtes, hein, Yamaha, L'Oréal, tout l'agroalimentaire, avec d'énormes réseaux de sous-traitants. Et dans les réseaux de sous-traitants, on a désormais 5 ou 6 intégrateurs robots numériques qui se sont développés au fur et à mesure. Alors, soit des gens qui étaient là mais qui ont grossi, soit des nouvelles entités qui sont arrivées. Et ça a marché parce que on avait justement cette université juste à côté, parce qu'il faut des équipements, il faut avoir des financements pour les équipements. Ça, la région nous a beaucoup aidés et nous a soutenus, il faut le faire savoir. On parlait tout à l'heure des salons, on est allé beaucoup avec les services économiques de la région en salon national ou international, et c'est indispensable. On sème des petites graines et on récolte quelques années après parce qu'il y a des carnets d'adresses, parce que les gens nous font confiance. Et puis l'autre point, c'est d'avoir la main d'œuvre formée sur des choses qui sont innovantes, parce que sur la robot numérique, ce qui a été mis en place par les établissements ici, c'est clairement des nouvelles formations et des nouveaux métiers. Il y a des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, dans 2 ans on fera des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, et c'est un perpétuel mouvement dans lequel on est et qui fonctionne, parce que sur l'université, sur les niveaux de formation qui ont été créés dans le cadre de robots numériques, moi je suis toujours saisie de voir que les jeunes qui sont en master ici, qui sont bien des jeunes du territoire, eh bien ils ont un CDI avant d'avoir le diplôme du master. Et on sait comment l'emploi c'est difficile, comment on se dit toujours mais est-ce qu'il y a une place pour moi dans la société? Oui, sur les domaines technologiques, y compris dans les Hauts-de-France et sur des territoires comme Saint-Quentin, il y a de belles choses à écrire. Après, il faut aussi avoir le courage de dire que peut-être qu'il faut flécher un peu plus sur des formations techniques, que à certains jeunes qui ont envie d'aller en formation généraliste, il faut leur dire est-ce que tu es extrêmement motivé? Est-ce que tu penses que tu as quelque chose à apporter ou pas? Parce qu'on en voit aussi, moi j'ai vu des gamins qui ont fait 5 ans et à la fin des 5 ans il n'y a rien parce que c'est pas le bon domaine, alors qu'on peut tout à fait, dans les formations techniques qui peuvent plaire aux filles comme aux garçons d'ailleurs, et avec des conditions de travail qui sont de très belles conditions de travail, mener sa vie, avoir son CDI à 23 ou 24 ans et après tout commence. Le parcours, donc il y a des choses qui sont dès le primaire. Oui, alors dès le primaire, donc cet après-midi par exemple,
à quelques mètres à vol d'oiseau dans une école. On avait des petits qui étaient en train de me faire une démonstration de robots, donc au sol. Ils ont fait leur programmation, leur robot a fait tout un parcours, ils ont inventé une histoire et ils participaient à un festival robot numérique. Donc on leur donne déjà envie à l'école primaire et l'éducation nationale nous aide énormément. En France, on a souvent l'habitude de critiquer l'éducation nationale. Moi, ici, je trouve que le partenariat, il est formidable. Ils se challenge. De ce fait-là, ils découvrent ces technologies. On vient parler des métiers aussi régulièrement. Ils le poursuivent au collège et on a des trophées. Enfin, en tout cas, il y a toute une série de choses qui se passent. Et le but du jeu, il est clairement un peu pensé. C'est qu'à la fin, peut-être qu'à 16 ans ou à 17 ans, quand le choix de l'orientation se fera, certains vont embrasser ces carrières et avoir cet aboutissement local. C'est un vrai travail de susciter les vocations et on voit à quel point justement dans ces domaines-là, c'est le plus gros travail à faire à moyen et long terme et ça ne paye pas tout de suite, mais c'est un vrai travail de vocation. Et puis de la répétition, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a fait une intervention une fois que ça va tilter la première fois. Donc il faut vraiment y revenir à plusieurs reprises, que ça commence à se construire de façon pédagogique. De toute façon, les enseignants, quand ils nous apprennent l'orthographe ou les mathématiques, c'est quand même la force de la répétition. Donc c'est la même chose. Donc pour les formations, pour la connaissance des entreprises, pour la connaissance des métiers, si on avait ces méthodes-là appliquées, je pense qu'on pourrait réussir beaucoup mieux qu'on le fait. Alors, c'est vrai que l'arrivée de l'orientation aussi beaucoup plus présent à l'école. Je pense que les CIO aussi qui arrivent maintenant dans les services régionaux et la région qui suit les lycées, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant pour le futur. Et je suis sûre que la région des Hauts-de-France, elle va réussir à bien se mettre dans un schéma qui va être très opérationnel sur ce plan-là. Et c'est vraiment un champ à investir pour lequel c'est important parce que dans les parents, déjà les parents qui travaillent et qui ont fait des études, est-ce qu'ils sont à l'aise quand ils sont avec Parcoursup aujourd'hui pour les choix de leurs gamins? C'est dur quoi. Alors si en plus les parents n'ont pas la connaissance, comment les choses se passent? Il ne faut pas faire de miracle non plus. Alors, donc, la région par rapport à cette compétence-là, il est d'autant plus primordial sur les projets économiques et l'accompagnement du développement économique de la région. C'est assez fondamental. Et on le voit à quel point il y a des pénuries d'emplois qualifiés, de qualification d'emploi. C'est un gâchis en fait, c'est vraiment total, un gâchis. On le voyait hier, on était à une réunion avec Julien pour l'implantation d'une entreprise dans les Hauts-de-France qui demande effectivement un personnel très qualifié. Et l'une des premières questions, au-delà des aides régionales, ce sont: est-ce que vous avez effectivement des talents? Est-ce que vous avez des jeunes qui seront prêts à répondre à nos attentes pour les jobs? Et c'est justement des jobs dans la robotique, dans la robot numérique. Ah oui, c'est vraiment important. C'est quasiment la première demande qui nous est faite aujourd'hui en termes d'implantation. Et c'est vrai que la région, j'ai vu, parce qu'on travaille maintenant depuis plusieurs années avec les services de Xavier Bertrand, sur ce plan-là, la réponse, elle est hyper opérationnelle. C'est-à-dire que vous avez un chef d'entreprise dans tel domaine d'activité, la région, elle sait mettre en place exactement le besoin de l'entreprise avec des gens compétents. Et ça, je vois que ça tilte vraiment. Et c'est un point fort aujourd'hui, de toute façon, c'est pas un hasard s'il y a eu beaucoup d'implantations, y compris d'entreprises à capitaux étrangers ces dernières années dans la région des Hauts-de-France, parce qu'il y a une pertinence de la réponse aussi. Avec Livalet, avec ces développements-là, c'est pas un hasard. Et là, on a le canal Seine-Nord qui arrive. Je peux vous dire que pour nous, c'est important. Ça l'est pour la Somme chez toi, ça l'est aussi pour le Saint-Quentinois. Donc là, on a été très moteur pour demander vraiment du pilotage avec les services de l'État, parce qu'il y a la phase chantier avec tous les emplois qui vont devoir être employés sur la phase chantier, mais il y a aussi la phase future, donc de l'excellence logistique par exemple, sur là aussi des métiers sans doute en devenir. C'est quelque chose qui me semble être très pertinent pour le futur. Et il faut toujours coller à la réalité des entreprises locales et de notre bassin. En fait, il ne faut pas se mettre à rêver sur des choses pour lesquelles on n'a pas de point d'appui. Mais il faut toujours partir de nos fondamentaux. Qu'est-ce qu'on a comme infrastructure, qu'est-ce qu'on a comme entreprise autour et comment on peut les amener encore beaucoup plus loin. C'est vrai que la logique n'est pas départementale de ce point de vue-là. On est frontalier effectivement de la Somme. Bon, des entreprises comme Bonduel qui sont situées, par exemple celle des Traits qui est sur le territoire de la Somme, mais elle est aux portes de l'Aisne. Donc on est à 2 pas ici dans l'agglo, on est à 2 pas effectivement des bassins où le canal Seine-Nord va s'implanter. Et tout ça en fait fonctionne, la logique du territoire est une logique différente.
Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qui ont beaucoup changé. Et pour revenir un instant quand même sur la technologie, il y a aussi le partenariat avec Euratechnologie. Ça qui a été nouveau, qui est une chose qui a été lancée au début du mandat régional. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Il y a aussi il y a une pépinière d'entreprise, il y a un incubateur ici. Comment tout cet écosystème aujourd'hui se crée et comment il s'est développé avec Euratechnologie? Alors c'est vrai que c'est une partie importante, donc c'est la création d'entreprises innovantes, les startups, parce qu'on a capacité sur nos territoires à voir émerger des projets de startups. Donc on avait depuis longtemps une pépinière d'entreprise, gérée par la communauté d'agglomération. Donc accueillir en entreprise, on sait à peu près faire, les premiers pas, ça va. Et puis on s'est rendu compte au fil du temps que vraiment faire en sorte qu'on puisse lever des fonds, vérifier qu'on est sur le bon marché, challenger le chef d'entreprise, ça c'est un autre boulot. Et qu'il faut des spécialistes pour le faire, parce que sinon, oui, on file des locaux, mais ça peut bien se terminer comme pas bien se terminer. Il faut quand même porter aussi les projets et leur faire poser les bonnes questions. Donc on a eu la chance là de pouvoir avoir une antenne d'Euratechnologie. Donc là c'est pareil. Si il n'y avait pas eu Xavier Bertrand au niveau de la région, je pense que l'essaimage ne se serait pas fait, puisque Euratechnologie fonctionnait sur la métropole lilloise. Là, la volonté de la région, ça a vraiment été de dire bon, il faut que ça puisse aussi permettre à d'autres territoires de grandir, d'avoir leur place également. Donc c'était vraiment une impulsion politique importante. Donc chez nous, ils sont venus. Donc c'est vraiment, je ne sais plus, on est en 2e ou en 3e année. On a fait le point là il y a quelques temps, donc ça fonctionne très bien et on est plutôt dans une phase de consolidation. Je répète ce que je disais il y a quelques instants, c'est vraiment un métier à part de pouvoir accompagner ces entreprises dans leur levée de fonds, etc. Et pour nous, c'est vraiment une chance. Donc notre objectif dans le futur avec l'antenne Euratech à Saint-Quentin, c'est de voir des projets qui vont être imaginés ici, donc pourquoi pas sur cette terrasse d'ailleurs. Et puis après, avoir l'entreprise qui se crée et puis l'entreprise qui prospère. Alors, on en a déjà eu dans le passé, parce que j'ai quelques exemples de start-up. Une entreprise qui naît il y a quelques années, qui était à 1 dans un bureau, qui rachète la friche de la Banque de France, donc quand même, et qui est ensuite rachetée par l'Alliance Renault-Nissan, donc c'est des ingénieurs qui bossent sur le véhicule connecté. C'est quand même une belle réussite. Il y a le lien évidemment avec notre pépinière, le lien avec notre université, puisque ils sont pas fous. Pourquoi ils restent à Saint-Quentin? Ils ont les recrutements qui sont quasi immédiats, ils ont la bonne main d'œuvre. Donc ça c'est ce qu'on aimerait bien, pouvoir multiplier après dans le futur avec cette antenne. Alors, comme le principe de l'émission, c'est aussi de prendre des questions en ligne, il y a Louise qui, semble-t-il, lève la main. Louise, si vous voulez poser une question à Frédéric, n'hésitez pas. Là c'est peut-être un peu bruyant. Il y a un train qui passe. Ah oui, il y a aussi des trains qui passent à Saint-Quentin. De la gare de Saint-Quentin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Louise ou d'autres ainsi. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Louise, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis en attente de mes résultats sur Parcoursup et j'aimerais bien rester à Saint-Quentin, mais je ne suis pas sûre de vraiment trouver la formation qui me correspond. Et donc, en fait, ma question, ce serait, est-ce que c'est possible de faire ces études supérieures ici? Alors oui, bonjour Louise. Oui, c'est possible de faire des études supérieures. Alors, après, pas toutes les études supérieures, il faut être honnête, parce que la France est ainsi faite sur les formations généralistes, les grandes facs, évidemment, on est sur les capitales régionales. Mais plus le temps avance, plus on peut faire de choses à Saint-Quentin. Et évidemment, ce qu'on a envie, des jeunes comme Louise ou d'autres, c'est de leur permettre de pouvoir, si c'est leur souhait, de rester dans la ville. Tout le monde ne peut pas partir non plus, faire des études à l'extérieur, même à Amiens. Le logement, il peut avoir un certain nombre de freins. Pendant le Covid, en plus. Oui, alors en plus, les résidences ne sont plus forcément toujours bien faites par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment important pour nous qu'on puisse avoir des propositions d'études supérieures sur le territoire. Après, il faut qu'elles soient vraiment connectées avec nos entreprises locales. C'est-à-dire que pour le faire, je pense que ce qui compte, c'est que derrière, on puisse faire du contrat à la sortie. Alors, évidemment, c'est pas bien en tant que femme, je vais parler de l'école d'infirmière, mais il n'y a pas que des femmes en école d'infirmière, mais on a toute l'université technologique
de plus en plus les lycées proposent des formations qui sont des formations amenant vers l'emploi et ils ont une grande agilité. On peut bouger les catalogues de formation assez rapidement, donc fermer, rouvrir en fonction des besoins. Et puis dans nos villes et sur nos territoires, donc je pense qu'on est plusieurs concernés dans les Hauts-de-France, on a les antennes du CNAM qui vont arriver avec des catalogues assez ouverts. Et là on discute des arts et métiers. Les arts et métiers, voilà. Non, parce que Mais les c'est abréviations, plein de parfois, choses. pour les... Mais c'est plein de choses et là on est en discussion par exemple pour l'ouverture d'une licence et d'un master en expertise comptable. Donc l'expertise comptable, évidemment ça peut être les cabinets comptables mais ça peut être quasiment toutes les entreprises qui ont besoin, à partir du moment où elles ont une certaine taille, aussi d'avoir un comptable. Donc ça c'est une nouveauté. On a réussi aussi à avoir l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE, qui arrive au mois de septembre avec création licence master. Ils ont fait leur recrutement. Alors pour le moment chez nous à Créatis, mais dans le cadre du contrat de plan État-région, on doit obtenir des financements région-État pour la construction d'un bâtiment. Donc là aussi, pas très loin. Donc j'espère que dans 3 ans, ils auront leurs locaux propres. En tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel on se bat parce que j'ai bien conscience que pour la jeunesse, il y a ceux qui aspirent à un ailleurs, il y a tous ceux qui disent je veux quitter les parents et j'ai les possibilités de le faire. Et puis il y a énormément d'autres jeunes qui ont besoin de solutions qui seront des bonnes solutions, qui amèneront aussi à des vies, à de belles vies également, mais ça peut se faire ici. En termes d'émancipation, d'autonomie, et des jeunes qui n'ont pas les moyens de partir, et donc c'est ça, les accompagner dans leur parcours de vie. Oui, puis on a souvent des solutions de contrat de pro ou d'apprentissage qui sont très malines parce qu'on est tout de suite opérationnel, on apprend quand même des choses, on a une rémunération, donc là aussi c'est important et ça mène à l'emploi derrière, quasi pour tous, donc c'est vraiment quelque chose que l'on défend beaucoup aussi. Donc Louise, pour Louise, je ne sais pas, mais pour d'autres aussi, je pense qu'on aura de belles pages à écrire sur la vie étudiante et sur le champ des possibles dans nos territoires. L'espace Condorcet ici, en fait ça couvre quoi l'espace Condorcet? J'ai vu c'est beaucoup de choses. C'est d'abord un lycée. C'est un lycée, donc c'est le lycée Condorcet. C'est d'abord un lycée professionnel et général. C'est un bon lycée qui amène aussi à de belles voies. Ils ont notamment, je ne sais plus comment on dit, mais le bac international, donc il y a un très bon niveau. Et puis aussi plein de formations CAP, BEP, BTS dans des domaines techniques et technologiques. Donc généralement le lycée est très connu des entreprises locales parce qu'ils vont venir chercher des compétences très techniques. Alors aujourd'hui je ne sais plus, mais il y a quelques temps je crois que c'était plus de 2000 élèves au total. Et ils sont aussi Greta. Donc c'est vraiment une composante très importante et je crois que c'est un des plus gros lycées de l'ensemble de l'ex-région Picardie. À la fois en taille, en nombre de jeunes, mais aussi dans les composantes, dans les différentes composantes. Alors, il y a quelque chose qui est moins connu, ils ont une sorte de plateforme de prototypage qui sert aux entreprises locales. C'est-à-dire qu'une entreprise veut créer un nouveau produit mais n'a pas les moyens de créer les premiers outils, eh bien elle a le matériel, la compétence, les hommes, donc en tant ingénieur aussi pour pouvoir le faire. Donc ça dépend de la région. C'est largement financé et on souhaitait d'ailleurs pouvoir faire des travaux importants au sein de cette plateforme d'innovation technologique qui est vraiment reconnue du monde industriel. Et je sais que par exemple dans l'aéronautique, ils ont l'habitude de travailler, donc à la fois des entreprises d'ici ou qui peuvent être à Méholt ou dans les Hauts-de-France sur des points très particuliers d'expertise. Alors, par ailleurs, on sait aussi que pour tout ce qui est attractivité, il y a la question aussi des écoles et de l'anglais. Donc ici, vous avez créé, donc il y a deux écoles où on enseigne un peu, il y a une formation en anglais, comment ça se passe, ça commence à quel âge? Alors ça commence à la maternelle, ouais. On a débuté le projet, je crois qu'on est en 3e année sur une première école. En fait on est parti d'une difficulté, l'éducation nationale voulait fermer une école complète dans un quartier. Alors ça se défendait sur le plan du nombre d'enfants, puisqu'on était je crois à 3 niveaux, donc c'était un peu bizarre sur une ville. Et donc on a challengé l'éducation nationale en disant écoutez, nous on accepterait si on mène un projet ambitieux pour la jeunesse de ce quartier, en ayant quelque chose
qui peut vraiment amener un plus. Donc on a démarré comme ça. L'Éducation nationale a fléché des postes d'enseignants qui savaient parler anglais, mais les autres enseignants s'y sont mis. Et nous, on a mis du temps périscolaire, soit avec des associations, soit avec des intervenants en langue anglaise. Donc dans ces écoles-là, on fait le sport en anglais, on peut compter en anglais, on a le temps de cantine en anglais. Et donc de la maternelle jusqu'au CM2. Donc ça a très très bien marché. Les enfants très jeunes, ils ont l'oreille assez facile. Nous, on a un peu plus de mal un peu plus tard, mais pour eux, c'est vraiment évident. Et puis, on a monté aussi un projet avec les services civiques européens. Donc maintenant, chaque année, on a 2 jeunes systématiquement qui sont présents sur la ville et qui vont consacrer du temps à la jeunesse locale. Donc ça marche bien. Ça marche tellement bien qu'on l'a monté sur une 2e école et qu'on aimerait bien maintenant avoir le projet complet collège-lycée. Pour que à la fin ce soit vraiment une compétence dans le CV. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'à la sortie, ce soit des jeunes qui sachent vraiment parler très bien l'anglais et puissent le mobiliser après au moment de la recherche d'emploi. Là-dessus, la région ne peut pas intervenir. Est-ce qu'elle peut aider? Alors elle pourrait, si, je pense que sur le lycée, elle pourrait tout à fait, dans son niveau. Donc là, on l'a construit à l'école primaire. Le département, on aimerait bien sur le collège. Donc ça peut être dans ce cadre-là. Ça peut être aussi sur des projets de voyage. Je pense que si on a quelque chose d'ambitieux et qui n'est pas simplement de la sortie scolaire, on pourrait aussi tout à fait le mobiliser. Moi, je pense qu'il faut construire de façon partenariale avec tous les niveaux de collectivité. Il y a un conventionnement qui pourrait être mis en place. Et puis après, ça peut se poursuivre aussi sur les études supérieures. J'avais une autre question en ligne qui est posée sur le chat sur la participation de la région à la rénovation urbaine. Et on parla tout à l'heure de la rénovation urbaine sous l'automne peut-être, mais là c'est sur les travaux qui sont faits autour de la basilique. Est-ce que sur un sujet de ce type, est-ce que... On a besoin, d'aide. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide sur des projets structurants. Dans les Hauts-de-France, sur tous les territoires, il y a des projets qui comptent pour le développement futur d'une agglomération ou d'une ville, qui sont des évidences, qui arrivent au bon moment pour notre structuration commerciale, sur le plan de ce qu'on veut faire sur le tourisme, sur la vie quotidienne. Et souvent, c'est des projets qui coûtent extrêmement cher parce que quand on est sur du mètre carré ou de la complexité, on peut arriver à 7-10 millions d'euros, donc le porter tout seul. C'est quand même pas simple quand on a peu de moyens. Donc là, si on n'a pas les cofinancements de la région, on risque soit de ne pas le faire, soit de mettre énormément de temps pour pouvoir le faire. Donc nous, on est très demandeurs, pas pour tout et n'importe quoi, mais sur des projets qui valent le coup, qui sont profitables à tous, sur un territoire large, mais même, je dirais, aux habitants de la région, qu'on puisse avoir un cofinancement assez important et que du coup, ça puisse démarrer et que les choses puissent se faire. Donc là, sur le projet de la place de la Basilique, pour ceux qui habitent Saint-Quentin ou qui passent à Saint-Quentin, c'est un peu bizarre, cette place de la Basilique. Quand on fait un mariage, aujourd'hui, on n'a même pas de sortie avec un lieu pour faire la photo. Pour les enterrements, c'est la même chose. C'est pas un lieu de rencontre, alors que ça doit être presque le premier lieu de rencontre. Donc évidemment, quand on a commencé à mettre les coups sur ce projet, on se gratte la tête une première fois et puis après se gratter la tête, on va frapper aux bonnes portes. Donc on est allé frapper aux portes de la région. Et donc, alors c'est pas encore écrit, mais on a normalement un accompagnement qui doit être fait sur nos premières phases de travaux et ce qui doit nous aider à démarrer et puis faire un projet durable, parce que c'est ça aussi, je pense que quand on est sur des choses structurantes, il faut mettre de la qualité. Et la qualité, à un moment donné, si on veut des matériaux qui durent longtemps, il faut aussi y mettre le prix et être accompagné là-dessus. Donc, voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera à la sortie, mais je pense que oui. Donc le chantier de la Basilique, c'est pour quand? Alors, comment dire, c'est compliqué, on pourrait déjà partir, etc., ouais. Si on n'avait pas nos négos de fouilles archéologiques, on pourrait déjà être parti. On a notre archi déjà depuis pas une année, mais on n'en est plus très loin. Donc là, on est sur des grosses négociations d'essayer de limiter les fouilles archéologiques. Alors pourquoi limiter les fouilles archéologiques? C'est parce que ça coûte très très cher. Et c'est énormément de temps. Donc plus on aura de fouilles, sur le plan historique c'est intéressant de découvrir des choses qu'on vient confirmer ou alors d'autres choses, mais
on est quand même sur du cœur commercial. S'il faut mettre des millions et ajouter de mois en mois, ça devient très compliqué et très peu vivable pour les acteurs économiques. Donc il faut toujours essayer de trouver l'équilibre en cela. Donc j'espère que fin d'année, début d'année prochaine, on aura démarré, mais ça commencera nécessairement par la phase de fouilles archéologiques. J'ai une autre question, après je passerai la parole à Julien, qui est une question sur la lutte contre les logements insalubres. Il paraît que la municipalité est très engagée sur cette question. Quel est le plan? Comment ça fonctionne? C'est en marge ça, du plan de rénovation urbaine, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs façons d'intervenir sur le logement. Alors, ce qui compte, c'est que on ait des logements dignes pour tous, ça c'est important. Donc il y a la rénovation urbaine, donc là on va rénover le parc de logement social. Et puis ensuite, il y a tout le parc privé. Alors, ce qui est important, c'est de venir aider ceux qui ont envie de faire des travaux d'abord, qui peuvent être aussi occupants de leur logement. Donc on vit une période assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de fonds qui existent, qui sont des fonds assez différents, qui sont mobilisables pour de la rénovation énergétique, pour un certain nombre de choses. Je sais que ça fonctionne bien parce que je crois que sur le département de l'Aisne, sur des fonds prime rénov, je crois qu'il y a déjà eu 8 millions d'engagés sur les 4 premiers mois de l'année. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Donc ça c'est vraiment c'est important parce que la meilleure manière de garantir de bons logements, c'est aussi de pouvoir financer leur rénovation. C'est aussi des plans qui peuvent être des plans municipaux. Donc là aussi sur le centre-ville, puisqu'on est sur un centre-ville qui est plus ancien, on vient abonder avec des fonds particuliers. Et puis après, il faut aussi être vigilant au mauvais comportement parce que la plupart des bailleurs se comportent très bien, pas de difficulté, mais vous avez toujours aussi des gens qui sont un peu borderline, qui mettent en insécurité tout le monde parce que ça peut être un incendie. Il n'y a pas très longtemps, on est allé dans un logement où on avait un dispositif gaz qui est absolument interdit dans du logement vertical. Donc on se dit, il y a un aléa, le gaz on n'aime quand même pas trop, ça peut être vraiment problématique. Donc sur ces questions de logement, d'abord on a un dispositif avec la CAF qui est assez intéressant, qui peut permettre de suspendre les aides au logement si des travaux ne sont pas faits. Mais dès que les travaux sont faits, le propriétaire peut à nouveau avoir les versements. Donc ça c'est un truc un peu malin parce que c'est suspendu, vous faites les travaux, c'est remis, donc pratico-pratique ça va bien. Et puis pour ceux qui sont un petit peu moins propres, on vient d'initier un permis de louer, donc uniquement sur un secteur et à l'expérimentation, c'est-à-dire que sur un secteur assez ancien, on demande aux propriétaires de venir faire une demande de permis de louer avec une visite. Lors de la visite, on essaie de la faire rapidement. S'il n'y a pas de problématique, on peut signer très rapidement le permis de louer. Par contre, s'il y a une problématique, on refuse ou on demande à la diable de faire des petits travaux. Donc dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de sujet, on autorise immédiatement. Mais on retrouve quand même des choses un peu difficiles qui du coup peuvent être détectées, puis essayer de faire en sorte que les conditions soient celles requises par la loi et qu'elles soient dignes bien évidemment, parce que on a quand même quelques personnes qui se permettent des choses qui sont juste pas entendables. Alors, il y a monsieur et madame Poulain qui vous disent bonjour. Alors je dis bonjour à monsieur et madame Poulain. Je ne sais pas si madame Poulain veut poser une question à Frédéric en direct. Madame Poulain. Oui, absolument. Absolument. Bonjour madame Acquaret. Bon, moi je voulais poser une question concernant l'emploi. Accéder à l'emploi est prioritaire pour tous dans notre région. Donc, quels sont les dispositifs mis en place pour les habitants qui travaillent et s'implantent ici, pour qu'ils puissent s'implanter ici? Je crois que vous en avez déjà pas mal parlé, mais enfin, je pose ma question. C'est vrai que c'est une question prioritaire pour tous. Est-ce qu'il va y avoir un emploi? Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un demain? Dans quel secteur d'activité? Donc, on a tous envie de développer des emplois. Donc, ça passe par plusieurs choses. Et c'était d'ailleurs le slogan de campagne, en tout cas, au travail. Voilà. Et c'est vrai que, alors il y a plein de choses qu'il faut faire pour y arriver. Il y a évidemment l'éducation, la formation qui colle au métier d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que on l'intègre tous bien. Après, il faut du temps pour avoir des résultats, mais ça, c'est important.
Ensuite, il y a créer les conditions pour les entreprises. On le répète aussi assez souvent, nous on crée des conditions, mais l'emploi il est d'abord créé par des entreprises, donc il faut qu'elles aient envie d'entreprendre ici, de se développer. Il y a beaucoup d'entreprises qui finalement au fil du temps grandissent, et quand on fait les comptes, il y a des emplois supplémentaires. Et puis il faut essayer d'attirer des projets nouveaux, donc ça c'est essentiel pour nous. Si on fait un petit tour sur nos zones d'activité qui appartiennent au territoire, on a beaucoup de constructions actuellement. Donc, Daniel les connaît peut-être sur Zeddy-le-Royeux, puisqu'elle habite à Gauchy, mais également sur le parc des autoroutes. Le Covid n'a pas arrêté les projets. On est vraiment dans une phase de gros développement avec de la grue et des arrivées. Donc, ça, c'est très positif. Maintenant, il faut que ça continue parce qu'on reste dans une région qui est plus en difficulté sur le plan de l'emploi, donc c'est notre motivation à tous. On essaie d'accrocher des projets avec les services de prospection de la région et nous-mêmes, donc on a des terrains qui sont prêts pour ça. Puis après, il faut qu'on arrive à anticiper les mutations parce que il y a aussi des choses très importantes. Évidemment, l'emploi de mes parents n'est pas forcément l'emploi que j'ai aujourd'hui, ce ne sera pas forcément l'emploi de mes enfants. Et ça, il faut réussir à l'anticiper du mieux possible parce qu'il y a cette transformation perpétuelle. Et aussi, il faut avoir l'honnêteté de se dire que peut-être que des choses qui existaient d'une certaine façon, 15 ans après, c'est plus de même nature. Et qu'il faut avoir cette transformation avec nous. Mais ça reste toujours un combat et un défi, hein, je dirais. Et puis, il faut aussi que les acteurs économiques, alors là aussi, c'est comme pour les propriétaires, dans 99% des cas, ils se comportent bien, mais il faut que réellement on ait des partenaires à nos côtés dans ces domaines. Il faut savoir qu'en termes de bilan, même, 2015, le chômage en France a baissé, beaucoup plus que la moyenne nationale. Même si Xavier Bertrand le dit, c'est jamais assez, c'est jamais assez. C'est jamais assez, puis on s'est pris le Covid derrière, donc c'est vrai qu'en 2019, on voit qu'on a une tendance qui est vraiment une tendance intéressante, hein, on le ressent très fort. Bon, le Covid, ça a été un très gros frein parce que les emplois dans la restauration, enfin tous les secteurs qui ont été à l'arrêt complet, évidemment. Mais néanmoins, je redis, on voit quand même des projets continuer à se construire. On faisait le point avec le tribunal de commerce. Je pense qu'il y a des difficultés qui arriveront au moment de rembourser les prêts, mais en tous les cas, pas encore aujourd'hui. Et ils étaient plutôt agréablement surpris parce qu'ils pensaient avoir plus de sujets. On avait dit en janvier, oui, ce sera en juin, et puis finalement en juin, c'est pas tout à fait arrivé. Donc on va souhaiter aussi que la reprise elle soit à la hauteur, qu'il y ait un bon niveau de confiance et puis que des projets arrivent et que les choses évoluent dans le bon sens. En tout cas, on fera du mieux possible et on se battra pour ça. Alors, j'ai une question. Merci Madame Poulain, merci d'avoir participé. Sur l'abattoir. Parce qu'il y a le lien avec la région, quel est le projet? Donc l'abattoir a été démoli, c'est ça? En fait, l'abattoir c'est un sujet important et ça fait écho à d'autres sujets sur la région. C'est à la fois le lien entre l'industrie et puis l'agriculture. On a la chance d'avoir une région extrêmement agricole. On a la chance d'ailleurs, je pense qu'on pourra encore progresser sur les circuits courts parce qu'on peut aussi produire ici. Ce n'est pas le cas de toutes les régions non plus parce que parfois on parle de circuits courts mais tout n'est pas possible partout suivant le climat et suivant plein de choses. Et pour soutenir le monde agricole, alors on a beaucoup d'éleveurs dans la région mais il faut aussi les outils industriels à côté. Alors quand on parle d'abattoir, c'est jamais un projet très sexy, ce n'est pas les sujets les plus faciles mais une agriculture, si on veut qu'elle soit pérenne sur le territoire, il faut aussi des abattoirs autour. Et je pense que dans la région, on a failli avoir une catastrophe avec quasiment plus d'abattoirs du tout. Et on sait qu'il y a eu des disparitions, des reconfigurations d'acteurs. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait ce type d'outils, peut-être plus qu'aujourd'hui encore, donc on verra dans le futur, présents sur le territoire. Si possible, le plus près possible des éleveurs aussi, et le plus possible aussi des transformateurs pour éviter du kilométrage qui ne serait pas utile. Et donc, dans la région, je connais deux projets qui ont été intéressants. Alors, un qui nous concerne, nous, sur le territoire de l'Aisne, mais il y a d'abord eu l'affaire de l'abattoir de Fruges, et c'est Marie-Sophie Laine
qui a suivi le projet avec Xavier Bertrand et la région a décidé de mettre de l'argent sur la table pour permettre la transformation et pour permettre l'évolution de cet outil industriel. Et les choses se sont faites. Et on a eu la question dans l'Aisne également. Donc dans l'Aisne, on avait un abattoir qui existe toujours, qui est un abattoir porcin, mais vous savez comme moi que les normes évoluent tout le temps. Et que le risque pour ces industriels-là, c'est qu'un jour, ils ne soient plus aux normes, qu'ils aient des millions de travaux à faire et qu'ils ne puissent plus à la fois faire les travaux, les financer, etc. Et c'était vraiment la configuration dans laquelle on était. Donc on a failli perdre l'abattoir qui est situé aujourd'hui au Nouvion en Thiérache. Et pour pouvoir poursuivre, il fallait qu'il soit relié à une usine de traitement des eaux. Pas possible sur le territoire du Nouvion, donc ils se sont rapprochés de l'agglomération de Saint-Quentin. Il se trouvait qu'on avait une usine de traitement vraiment à proximité et on a construit le projet aux côtés de la région. La région apporte un financement, on a eu en plus du plan de relance, donc là je pense que le projet il est quasiment certain désormais. Mais si on n'avait pas eu cette volonté politique en fait de se dire, est-ce que c'est plus facile de se dire c'est pas un sujet sexy ou est-ce que c'est mieux d'accompagner les acteurs locaux existants, donc c'est le choix qui a été fait. Et donc on aura une pérennité d'un outil sur le département de l'Aisne. Alors ici, mais c'était même pas tellement le sujet. S'ils avaient pu rester au Nouvion, on aurait été aussi très contents évidemment pour le territoire parce qu'on n'est pas les uns contre les autres aussi. Hein. On doit faire prospérer le territoire dans son ensemble. Donc on aura cette pérennité-là dans le futur. J'avais une question aussi en ligne qui était posée sur tout ce qui est recyclage, sur le traitement des déchets. Alors là, c'est des compétences qui ne sont pas des compétences régionales, mais l'autre jour, on a évoqué le sujet quand même avec Côte-son. Alors ces compétences de l'agglomération, effectivement, mais on est quand même aussi aidé. Alors c'est des enjeux extrêmement importants dans les années qui viennent, puisqu'il y a beaucoup de lois qui sont arrivées, donc on doit beaucoup plus trier à la source. Vous savez la phrase un bon déchet c'est un déchet qui ne se produit pas, donc voilà, il faut déjà tous réussir à essayer de ne pas mettre trop dans la poubelle. Donc on a des enjeux très forts et on va avoir des investissements très forts à faire partout. Là on a une opération qui est un peu futée avec la région dans le cadre de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'on a un cofinancement sur les pointeries enterrées. Voilà. Et ça c'est vraiment pour nous un plus parce que ça coûte très cher les pointeries enterrées, donc c'est pareil, hein, si on va à notre rythme individuel. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans les déchetteries actuelles, c'est-à-dire qu'il y a du tri qui se fait pour les habitants. En fait, c'est dans les quartiers de grands ensembles, au lieu d'avoir un local poubelle qui peut poser aussi des questions de sécurité, on vient créer vraiment en sous-sol une plateforme où les habitants peuvent venir porter et nous, on vient rechercher ce collectif. Et on emmène donc sur nos différents réseaux de recyclage. Donc ça, c'est un point. Ensuite, on aimerait voir émerger des projets vraiment de recyclerie, ressourcerie. Alors, je ne sais pas comment on le dit, mais je pense qu'il y a une place à la fois pour de l'emploi local non qualifié en entreprise d'insertion et également sur le plan environnemental, vous savez, de transformation d'outils usagés. Vous avez tous un jour mis en déchetterie un frigo, on n'a aucune compétence pour la réparer, on sait que ça va nous coûter plus cher chez le réparateur de demander l'intervention, mais néanmoins on peut sans doute en faire quelque chose. Sur les emplois, c'est les emplois économiques, sociaux et c'est solidaires, ça, c'est ça. On en a parlé d'ailleurs avec Guillaume Delbar. Et ça, c'est un très très beau sujet. Ça commence à s'écrire. Jusqu'à présent, je pense que sur le plan de la réalité économique, jusqu'à il y a très peu d'années, ça restait très coûteux. Aujourd'hui, il y a vraiment une implication de tous qui va rendre les choses possibles. Et puis, vous savez, les industriels et les commerçants ont l'obligation d'eux. Donc des grandes boîtes comme Boulanger par exemple ou Darty, ils seront obligés d'assurer cette partie-là de ressourcerie. Donc en fait une fois qu'on trouve le financement pérenne, je pense que sur chacun des territoires ou des beaux bassins d'emploi, on pourrait tout à fait imaginer des ateliers bien menés, de remise en état. Alors on n'a rien réinventé, hein, mais il faut juste qu'il y ait une structuration d'acteurs et un cofinancement qui soit possible. Mais ça, c'est vraiment de l'emploi très intéressant. Alors peut-être pour finir, j'ai une question qui est à la fois plus personnelle et plus stratégique pour l'avenir. Quand tu seras conseiller régional, quel combat tu as envie de mener
sur quelle thématique, quel sujet, qu'est-ce que... Alors, il y a plein de sujets extrêmement intéressants et puis on peut jamais trop s'éparpiller parce qu'on ne peut pas qui trop embrasse mal les trains quelque part. Donc il faut choisir ses sujets, ses combats et puis essayer d'être fortement dessus. C'est vrai que les sujets économiques, moi c'est des sujets qui me passionnent. Sujets économiques en lien avec l'enseignement supérieur, je trouve ça... Je vois ce qu'on peut apporter vraiment sur le territoire, c'est un besoin primaire, il y a tant à faire. Il y a tant à faire et à plusieurs. Donc je trouve que c'est une des belles compétences vraiment de la région. Et puis on a vu le chemin mené, on a vu la pertinence. D'ailleurs, la région aujourd'hui, elle est bien vue des milieux économiques. Hein. Je crois qu'il y a une question de confiance qui est là. Et la confiance, elle est importante parce que sans confiance, il n'y a pas de projet d'implantation, il n'y a pas de gens qui restent non plus. Et donc on a besoin de cela. On a besoin de dire aux entreprises qu'on a envie d'être à leur côté parce qu'elles font les emplois et la vie de nos habitants tout simplement. C'est vrai que ce sont des élus qui incarnent justement cette dynamique-là et qui puissent comprendre les milieux économiques et à quel point c'est important de les accompagner, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et comme vous l'avez dit, souvent vous êtes plutôt quelqu'un qui challenge un peu les projets ou donc vous serez une conseillère régionale qui va challenger un peu tout ça. Bah, il faut essayer d'être utile. Ouais, il faut essayer d'avoir du temps utile et puis d'être là où ça peut servir. C'est-à-dire que, je le dis toujours aussi à mes collaborateurs, on impulse, on évalue en permanence et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Puis en essayant de garder toujours je sais pas une hauteur de vue, mais un regard distancé pour se réinterroger en permanence. Il faut toujours être vigilant à pas être dans du quotidien. Ça, et ça vaut pour tous les mandats d'ailleurs, hein, de tout le temps se re-questionner. Alors, comme on dit aussi, on est souvent à portée d'engueulade, donc si ça va pas, on le sait assez vite, mais c'est important de toujours se dire est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a répondu à notre besoin, est-ce que le besoin d'hier c'est encore celui d'aujourd'hui, est-ce qu'on le refait de la même façon. Donc oui, il y a beaucoup à mener et puis c'est une belle région. Je reviens un petit peu à ce qu'on disait au départ, il faut être fier de vivre. Il y a plein de belles choses sur tous les territoires. Moi, je ne connaissais pas tout dans la région des Hauts-de-France. J'ai appris aussi parfois, quand je peux décrocher, à aller sur un point ou un autre. Et il y a une variété de paysages, il y a une variété de choses à découvrir. Et on gagnera toujours à être fier et à donner envie de venir y vivre. C'est une région qui mérite de se battre pour elle, pour les habitants. Exactement. Peut-être pour conclure, puisqu'on est à 2 pas du parc Lille, donc le parc Jacques Braconnier. On voit derrière nous la basilique, on voit à quel point Saint-Quentin, là je fais une petite page de pub quand même, est une ville super agréable à vivre. Tu peux peut-être dire un mot du parc, c'est un endroit que Xavier aime beaucoup, il vient aussi beaucoup marcher. Bah, c'est un lieu formidable parce que en fait on peut décrocher instantanément tout en habitant dans une ville. Donc c'est un lieu qui plaît à la fois aux gens d'ici parce que ils ont un grand parc dans lequel ils peuvent faire plein de choses. Donc à la fois les sportifs, les personnes âgées, les familles qui se rencontrent, les poussettes. C'est le lieu où on voit le plus de poussettes et le plus de familles. Donc c'est important aussi d'avoir des lieux populaires. Populaire pour tous parce que parfois c'est pas toujours simple, on fait de la culture mais quel public on a dedans ou pas, donc on a tout ça. C'est un vrai lieu de biodiversité et c'est un lieu de préservation d'espèces. Et puis tout à fait à côté, alors ça on n'a pas le droit d'y entrer, on a la réserve naturelle, donc c'est une sacrée chance, hein. Je crois qu'il y a très peu de villes en Europe qui ont une réserve naturelle qui est comme ça au centre-ville, donc qui est protégée, qui est administrée, et aussi on a un partenariat avec le conservatoire des sites naturels en Picardie. Donc on a à la fois un lieu de détente. Ils font un super boulot. Ils étaient chez nous en assemblée générale ou en conseil d'administration le week-end dernier. Je suis allée les saluer. Donc à la fois on préserve, on fait de la pédagogie et puis on a notre endroit de respiration. Donc pour nous c'est un grand atout, c'est un des plus grands atouts de Saint-Quentin. Il faut dire que merci de nous avoir reçus à Saint-Quentin aujourd'hui. Merci à vous. Revenez souvent. Oh, ben, on est souvent là. Jean-Paul, je n'en doute pas. Et puis je rappelle à ceux qui nous suivent que bon, là, on était dans une permanence virtuelle, mais que demain, il y a un meeting réel enfin, puisque on est sans masque. Il y a un meeting qui va se tenir à Gricourt, donc à 2 pas de Saint-Quentin, à quelques kilomètres, à 19h pour l'Aisne. Il y en aura un dans la Somme à 19h30 à Amiens.
Dans le Pas-de-Calais, c'est à Calais à 19 h, dans l'Oise à Coffry et dans le Nord à 18 h 30 à Bouveau. Donc enfin, on pourra avoir le dernier meeting de campagne qui sera avant le premier tour, qui sera un vrai meeting. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt la semaine prochaine pour d'autres meetings quand même en permanence virtuelle et certainement des meetings réels. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.